Bonjour, moi, je vous présente Antonio qui va parler de JBoss Forge in Action. Antonio, à toi. Merci, merci Alexis. Bonjour mesdames et messieurs. J'ai renommé le talk en JBoss Tools in Action, mais si vous regardez le talk qui est dans le guide papier ou sur les applications, alors, le titre est assez long, je n'étais pas super inspiré ce soir-là, mais c'est grosso modo, enfin vous l'avez devant les yeux, mais c'est comment développer une application Java EE en moins de 30 minutes. Voilà comment je me suis intéressé à JBoss Forge. Voilà, c'était l'avant-dernier slide. Donc maintenant, on va passer au code. Alors, JBoss Forge, c'est quoi ? Bon, comme vous l'avez vu, le Wi-Fi n'est pas top, mais en gros, j'aurais pu aller sur Internet, je télécharge un zip, JBoss Forge, je fais unzip, et je tape la commande magique Forge. Là, je suis en 2.4.2 snapshot, j'espère qu'il n'y aura pas de bug. Et je me retrouve face à un shell. Le shell, ce qui est intéressant avec JBoss Forge, on le verra, on le comprendra mieux tout à l'heure, mais le shell dans JBoss Forge, c'est un add-on supplémentaire. C'est juste un add-on en plus. Et effectivement, vous avez un autre add-on qui s'appelle l'Eclipse. Donc tout ce que je vais faire là en ligne de commande, vous pouvez le faire en Eclipse avec des wizards. Tout à l'heure, je vous montrerai l'avant-dernier slide de l'architecture interne de JBoss Forge. Et JBoss Forge, c'est un conteneur qui se trouve tout en bas et on met des add-ons dessus. On appelait ça des plugins avant, en version 1. Et le shell, ce qui va être intéressant, c'est que le shell, c'est un add-on en plus. Donc vous l'enlevez, il ne vous sert à rien et vous utilisez celui d'Eclipse ou vous utilisez uniquement le moteur. Et ça va être les tests qu'on fera aussi tout à l'heure. Donc moi, j'ai découvert Forge. Forge 1 à l'époque. Forge 2 est sorti il y a quelques mois. Ils ont vraiment cassé les API, etc. Donc il y a plein de choses qui ne marchent plus en JBoss Forge 2, puisque l'API n'est plus la même que JBoss Forge 1. Mais moi, j'ai découvert JBoss Forge avec justement cette idée, est-ce qu'on peut créer une application Java EE en moins de 30 minutes ? Donc on télécharge Forge, on se retrouve face à ça, et là j'appuie sur la touche Tab, et JBoss Forge me dit, il y a des commandes que tu peux taper. Là, il m'en donne une liste, et on va voir tout à l'heure que la liste est intelligente. Elle comprend où vous vous trouvez, dans quel cycle de création du projet vous êtes, et elle vous donne des commandes supplémentaires. Voilà, il y a une commande qui s'appelle echo. Vous voyez, je fais ECH, j'appuie sur Tab, il complète. Coucou, Devox. Paf. Donc c'est un langage de scripting. Vous voyez, pour créer un projet, j'ai Project New. Je vais peut-être le mettre un peu plus haut. Je vois que c'est un peu bas. Project New. Et puis si j'appuie sur Tab, il me dit, ton projet, tu peux lui donner un nom, une version, un nom de package et des choses comme ça. Donc là, je pourrais taper des lignes de commande, mais je peux faire un autre truc aussi. Je peux créer un script. Donc là, vous avez un script Forge. Je suis dans IntelliJ IDE. Je crée un projet que j'appelle Devox JSF. Je lui donne un nom de package. Je dis que c'est un war. Et puis, oups. Après, je crée un entity. Là, je vais créer une application qui permet de faire du CRUD. JBoss Forge est très très fort pour faire des tâches comme ça répétitives. Je vais faire du CRUD avec des relations 1-1, 1-n. Donc vous voyez là j'ai un speaker, c'est un entity speaker, je rajoute un field first name, je ne l'ai pas typé, par défaut c'est string, et j'ai une bio, string, avec une longueur, je mets des contraintes, je dis que le first name ne doit pas être nul, et puis j'ai un talk,
et un talk qui est rattaché à des speakers. Donc là, vous voyez, j'ai une relation one-to-many. Je scripte tout ça. Hop, pourquoi ça ne veut pas aller de l'autre côté? Bref. Et puis j'ai un enum aussi, avec JBoss Forge, je peux créer des classes Java, je peux créer des enums, je peux créer des annotations. Là, j'ai une langue, parce qu'un livre, un entity livre, va être écrit en une langue. Donc là, je dis j'ai un field qui s'appelle language, et qui est de type language, qui est un enum que j'ai créé là-haut. Et puis je vais descendre, et là, il y a un peu de magie qui va se passer. Je vais lui dire, tu as mes 3 entities, et je voudrais que tu me scaffoldes une interface web. Par défaut, c'est du JSF. On verra tout à l'heure qu'on peut faire autre chose. Et puis après, je lui dis, par défaut, tu me scaffoldes une interface REST sur mes entities book, speaker, talk. Donc, vous voyez, là, je me suis créé un script de 50 lignes. Je retourne sur Forge. Et là, il y a une commande qui s'appelle run. Si j'appuie sur tab, il me donne les fichiers qui se trouvent à la racine. Ce fichier s'appelle conférence JSF application. Et là, je vais appuyer sur entrée et il va se passer des tas de choses. Il va créer un projet, success, il va créer un entity, un field, un autre entity, ça se passe bien, jusque-là tout va bien. Il va me faire un scaffold de JSF, il va me créer des REST endpoints, pouf, c'est terminé. Donc là, je retourne sur IntelliJ IDEA et je vais voir ce qu'il m'a créé. Donc je vais aller voir le code généré par JBoss Forge. Je ne vais pas vous expliquer dans les détails ce qu'il fait. Il m'a créé une structure Maven. Donc vous allez me dire, ah mais c'est un archétype Maven. Dans le POM, il m'a mis des tas de choses. Vous voyez, il a pris les annotations Java E, JSF, puisque je fais du JSF, Java E6, il m'a mis de l'Hibernet. Bref, il a fait des tas de trucs derrière mon dos. Dans le main, eh ben, il a pris ses aises. Dans le package modèle, il m'a créé un book entity. Voilà. J'ai un ID, un numéro de version. J'ai ma description avec une longueur. Language, c'était l'enum. Puis il m'a créé une interface REST pour mon livre, pour mon speaker, pour mon talk. Voilà, il me génère de l'XML. Il fait du CRUD, donc je peux faire de l'HTTP GET, POST, PUT, DELETE. Et puis je fais du JSF. Donc là, il m'a créé mes backing beans. Vous voyez, c'est un statefully JB qui s'injecte une conversation CDI. Puis dans mes ressources, il m'a certainement mis des trucs, un persistance XML. Et dans ma web app, il m'a créé des tas de pages. Est-ce que ça marche? Ben, on va le voir tout de suite. Je vais le faire tourner avec Glassfish. Non, je déconne avec JBoss. Voilà, je vais même prendre Wildfly, le numéro 8. Et puis, voilà, est-ce que ça marche? Je démarre mon JBoss. Et il va me lancer cette super application CRUD JSF. Voilà, superbe. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux créer un speaker. Vous voyez, c'est du CRUD. Create new. Là, j'ai la petite étoile parce que j'ai mis une contrainte not nulle. Donc, je vais dire que je m'appelle Antonio Goncalves. Ah, une faute. Et puis, souvenez-vous, un talk. Je vais créer un nouveau talk. JBoss Forge in action. La room, c'est NA. Voilà. Puis là, j'ai une relation one-to-many. Donc, je prends le speaker. Pardon, et je fais save. Puis je retourne sur mes speakers. Et vous voyez, je navigue, je peux éditer, dire que je me suis trompé, je rajoute un compte Twitter. Je navigue comme ça, et ça marche. C'est du Java E6,
Il y a pas mal de stacks, il y a JPA, bin validation, JSF, etc., etc. Donc moi, j'ai découvert JBoss Forge comme ça, en me disant, est-ce que ça va me permettre à moi et à mes clients de développer plus vite, de générer du code un peu plus vite. Étant fan de Java E, je me suis dit, tiens, Forge, ça permet de faire ça. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser aux produits. Et puis en fait, j'ai découvert un autre monde. Forge, en fait, j'ai découvert que ça servait à générer n'importe quoi. Et on le verra même à la fin. Je ne dis pas que AngularJS c'est n'importe quoi, je vous dirais que enfin, ça fait des tas de choses. J'espère qu'ils le prendront pas mal. Donc j'ai découvert que Forge, ça faisait des tas de trucs. Là, j'ai scripté, j'ai généré une application, vous n'avez pas trop vu ce qui s'est passé. Donc je vais refaire cet exercice un peu plus doucement et vous montrer un peu ce qui se passe derrière notre dos. Je retourne sur ma ligne de commande et je vais dire Project New, je lui donne un nom, Quick Demo, je vais faire un truc rapide et je vais Final Name, Quick Demo. Voilà. Boum, il m'a créé un projet. Qu'est-ce qu'il m'a créé? Je retourne sur mon IDE favori. Je vais ouvrir maintenant le projet Quick Demo dans mon IDE et je vais vous montrer 2-3 trucs. Donc, quand je fais un project new, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Il m'a créé une structure Maven vide, un POM XML. Il m'a dit, par défaut, je ne lui spécifie pas, donc il m'a créé un war. J'aurais pu lui dire jar EAR. Par défaut, c'est en Java 7, et par défaut, il ne se passe pas grand-chose. Lorsque je fais JPA new entity, je lui donne un petit nom. Vous voyez, à mon entity, je peux lui passer des tas de paramètres. Named quick entity. Paf. Qu'est-ce qui s'est passé derrière mon dos? Il m'a créé... Alors là, j'ai mon IDE préféré qui est intelligent, qui a reconnu des tas de choses. Quick entity, ben, il m'a généré une clé. Donc il m'a mis un ID avec un @id et un generate value, un numéro de version. Par défaut, il fait du lock optimist. Il a mis les getters et les setters, un equals, un hashcode. Bon. Ressources, persistance XML. Hop, mon IDE me dit qu'il a compris. Et dans le POM XML, il a rajouté des trucs. Il m'a mis de l'Hibernet. Qu'à cela ne tienne, JPA, new, field. Je lui donne un nom, pareil, hein, name. Quick, string, par défaut, c'est une string, sinon je pourrais mettre un type. Qu'est-ce qui s'est passé derrière mon dos? Il a rajouté un attribut QuickString, il a rajouté des getters et des setters, et ce qui est intéressant, c'est qu'il a retrifouillé en plus mon toString. Donc JBoss Forge, on va le voir tout à l'heure, il prend votre code, il le parse et il rajoute des trucs dedans. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux rajouter une contrainte. Je vais dire, rajoute-moi une contrainte on property, je clique sur tab, il sait qu'il est dans mon quick quantity. Si je clique sur tab, il me dit ta contrainte, tu peux la mettre sur l'ID, la version et le quick string. Il introspecte ma classe, il voit qu'elle a 3 attributs et il me dit ton note nulle, tu veux le mettre où? Hop, quick string, constraint, j'appuie sur tab. Valide, note nulle, asset fault, asset true, max, min. Je vais dire note nulle. Qu'est-ce qui s'est passé derrière mon dos? Eh bien, il a rajouté un note nulle, import changes, voilà. Le validation XML, il l'a créé, et dans mon POM XML, il m'a rajouté bin validation. Qu'est-ce que je voulais vous montrer après?
allons plus loin. Scaffold Setup. Par défaut, le provider, c'est Faces, JSF. J'ai rajouté un add-on pour Angular. Donc je fais Faces. Là, il m'a créé CDI has been installed, il m'a créé un beans XML. IGB a been installed, etc., etc. Donc il a fait des tas de choses derrière mon dos. Je peux vous les montrer. Hein. Voilà, donc là, il a créé dans Web App, il m'a créé un index HTML par défaut. Dans le WebInf, un beans XML, faces config. Dans les ressources, il m'a mis du Twitter de Bootstrap, des petites images, un style sheet. Ce qui fait que quand je fais un scaffold generate, et je lui dis mais tu me génères quoi? Je te génère des pages, à partir de quoi? Donc là je lui mets un target, pareil j'appuie sur tab, il me dit tu peux générer des pages à partir de ça. Je lui dis ok, boum, et donc là qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a créé un backing bin, avec même des classes utilitaires, un beans XML, un faces config, vous l'avez compris. Pour mon reste, je vais faire pareil. Je vais faire generate from entities. Avant d'appuyer sur entrée, je vais juste vous montrer un truc. Mon quick entity, il a un at entity dessus. Mon rest endpoint, il va générer de l'XML. Donc si je fais ça, il m'a rajouté un XML root élément. Donc une fois de plus, il a récupéré mon code, il l'introspecte, il rajoute des trucs dedans. Et bien sûr, 1001 pages qui font que ça marche. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc en fait, j'ai découvert en grattant un petit peu que JBoss Forge, ça faisait pas que du Java EE. Et qu'en fait, c'était un moteur qui manipulait du code. Et là, je retourne sur mon slide. Je vous ai dit pas de slide, mais c'était pas vrai. JBoss Forge, le moteur de JBoss Forge, c'est ce qu'ils appellent Fornace, une fournaise. Et en fait, c'est basé sur JBoss Module, puisque vous allez voir, je vais vous le montrer, tout ce qui se plug sur JBoss Forge, c'est un module. Donc, ils utilisent JBoss Module, ça tombe bien. Il y a du Maven derrière, mais vraiment beaucoup. Un add-on, c'est packagé avec du Maven, il y a des POM XML, ils ont un scope particulier, donc ils utilisent énormément de Maven derrière. Et tout à l'heure, je vais vous faire un petit focus sur une API qui s'appelle Rooster, qui permet de manipuler vos classes Java. Et ils ont un moteur de templating. Alors derrière, ils utilisent du FreeMaker, mais vous allez voir, ils ont un moteur qui permet de faire des choses intéressantes sur ces templates. Donc voilà, JBoss Forge, c'est avant tout ça, c'est un noyau. Il y a une API qui contrôle ce noyau-là, c'est-à-dire qu'en Java, et je pourrais vous faire une démo, tout ce que j'ai scripté, tout ce que j'ai entré, en fait, il y a une API. Donc vous pouvez même avoir un main Java qui va dire à JBoss Forge, à Furnace, pas facile à dire en anglais, crée-moi un projet, tu mets un entity, tu me fais ci et tu me fais ça. Donc il y a une API qui permet de manipuler ce runtime. Et puis ensuite, vous pluguez sur JBoss Forge des add-ons. Un add-on expose des services et chaque add-on a un container Fornace. Vous en avez N. Les add-ons peuvent se parler entre eux, donc les services peuvent se parler entre eux. Là, je vous parle d'add-on. Si je vous montre, il y a une commande qui s'appelle add-on list, et on se rend compte que le template est un add-on, le shell est un add-on, le scaffolding est un add-on, le parseur est un add-on, Java EE, Git, etc., etc. Donc vraiment, il faut voir JBoss Forge comme un noyau et on plug des trucs dessus. Hop, il y a du CDI partout, donc c'est add-on dialogue avec le bus événementiel CDI. Et Furnace, ensuite,
il enregistre tous ces add-ons. Donc vous créez votre add-on et vous le mettez à l'intérieur de JBoss Forge. Donc tout est add-on. Donc moi je pensais que JBoss Forge faisait uniquement du Java EE, mais en fait vous lui donnez un add-on Angular et ça vous fait une application en Angular. On pourrait imaginer du Swing, on pourrait imaginer du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que justement, cette fournaise, flûte, où suis-je? Tiens, j'ai perdu le... Bon, bref. Cette fournaise, ça va pas être facile, tiens. Je vous ai parlé de l'API Rooster. C'est une API qui va vous permettre de générer du code. Et ça ressemble à ça, regardez. Là, je vais créer une méthode Java. Je vais vous exécuter ce code-là avec Rooster. Là, ce qui se passe, c'est que ce petit bout de code en haut va générer le bout de code en bas. Là, je lui dis, crée-moi un source Java. Tu lui donnes un package, ben, ça se trouve ici, le package. Tu lui mets une interface. Donc lorsque je fais ça, il rajoute le implement serializable, mais il l'importe aussi. Donc c'est pratique. Je rajoute quand même un import à la main, celui-ci. Je rajoute un attribut email. Voilà, ça se trouve là. Sur lequel j'ajoute... c'est un peu plus loin, cette annotation email, et je rajoute une méthode doSomething qui se trouve ici. Donc ce petit bout de code-là, c'est un DSL, donc utilise le Fluent API pour créer du code Java. Moi, je suis rentré dans cette API. Ma première contribution à Forge, c'était justement comment faire pour générer une contrainte bin validation. Donc ma première contribution dans Forge, c'était ça. Je crée une annotation liste avec une rétention, avec une target que j'appelle email. Là, j'ai cette contrainte avec un message, etc., etc. Donc lorsque j'exécute ce code-là, eh ben, Rooster, JBoss Forge, m'a créé une annotation. C'est ce qui me permet, moi, de dire, ben justement, d'avoir constraint new annotation. Donc ça, c'est moi qui l'ai créé. J'étais très très fier. Je lui donne un nom, Toto. Et ce qui va se passer derrière, c'est exactement ce que je vous montre là. Il va me créer une annotation Toto avec tous ses comportements par défaut. Donc point numéro 1, JBoss Forge, vous avez une API pour créer du code Java. Donc ça peut être du JSF, ça peut être autre chose. Et puis, bon, c'est sympa de taper du code comme ça, mais justement quand on génère des pages en JSF qui sont assez longues, ou des bins JSF ou des REST endpoints, on a beaucoup de code, donc on va peut-être pas le taper entièrement comme ça. Qu'à cela ne tienne, justement, je peux utiliser des templates. Là, vous voyez, j'ai une template FreeMaker. Donc là, je tape du code en masse. J'ai des attributs, j'ai des variables. Donc là, je vais créer une façade REST. Et puis voilà, ici, le content type, je pourrais mettre JSON, XML, l'autre chose. Là, je lui donne un nom, j'ai un persistance unit aussi, ici. Donc, j'ai une template d'un côté, et de l'autre côté, j'ai Fournaise, donc, qui va me permettre de prendre ce template-là et de faire des choses avec. Un truc extrêmement simple, c'est, je vais prendre les variables, je vais dire entity, je lui donne un petit nom, donc entity égale book. Si j'exécute ce code-là, alors ça se trouve ici,
il va prendre mon template, il valorise les variables et il me génère du code. Alors, vous voyez que derrière, il est un petit peu verbeux parce qu'il démarre Fournaise. Fournaise, c'est vraiment un moteur de runtime. Il démarre Fournaise, il donne le template, il valorise. Attendez, j'ai mis des commentaires. Et voilà. Donc là, il m'a dit, ça s'appelle book. La classe s'appelle book, donc il valorise mes variables et il me génère du code. Donc là, je viens de créer N pages web en JSF, en Angular, en des classes Java, des bins. Et puis après, je combine les deux. J'utilise le moteur de templating et Rooster pour ajouter du code. C'est ce que j'ai fait là. Je dis, bah, écoute, tu m'as pris ma template, j'ai valorisé mes variables, tu m'as créé un source Java, et ben je vais utiliser Rooster pour en plus ajouter du code Java. Donc j'ai rajouté une méthode qui s'appelle doSomething. Donc si vous voyez, le code que m'a généré JBossForge, c'est la template. J'ai pris la template, voyez, et j'ai rajouté à la fin mon code à moi avec du Rooster. Voilà, doSomething. Et JBossForge, en fait, c'est ça. C'est un moteur qui génère du code de manière intelligente, avec des wizards, avec des choses comme ça. Et pas que du Java E. Et pas que du Java E, je vous le montre. Il se trouve que ici, oups, j'ai un script qui me scaffold du Faces, mais je me suis créé un autre script qui me scaffold, oh, terrible d'avoir perdu mon écran, de l'AngularJS. Je n'y connais rien, moi, en AngularJS. Le script est exactement le même, d'accord? Et à la fin, donc je crée des boucles, je crée des machins, et juste à la fin, je dis, tu me scaffolds d'une application, non pas en JSF, mais en AngularJS. Le script est le même. Si je retourne, cd, je retourne à la racine, no such file or directory, tiens, je vais faire un exit pour être sûr. Hop. Donc là, je vais exécuter mon script conférence Angular, ce coup-ci. Il va me générer une application en Angular. Donc il va me créer mes entities, il va me créer des REST endpoints et du JavaScript et de l'HTML qui interagit avec mon interface REST. Donc je ne vais pas vous montrer le code parce que je n'ai pas le temps, mais si vous regardez sous le capot, c'est ce qui s'est passé. Il m'a créé mes mêmes entities, une interface REST et du JavaScript et de l'HTML5 qui consomment ces services. Donc pour quelqu'un qui ne connaît pas bien Java EE, bah vous avez vu Forge, c'est sympa. Il vous met du JPA, il vous met un EJB, il vous met des tas de trucs compliqués, des bins XML. Mais en fait, lorsque je me suis mis à AngularJS, j'ai utilisé Forge parce qu'il m'a créé une application. Donc AngularJS, moi je ne connais pas. Et ça m'a permis de regarder le code, de voir ce qui se passait, de comprendre en fait Angular. Et je terminerai par ça, par un dernier slide. JBossForge, je suis arrivé dans JBossForge avec Java E et j'ai découvert en fait que c'était un monde de modules. Les modules, il y en a de plus en plus. Il y a des modules Larkilian, il y a des modules Git, il y a de l'Angular, il y a de l'HTML. Donc ce n'est pas que Java E, c'est une communauté. Le projet est hyper actif. Il y a 4 mecs de JBoss qui bossent à temps plein. Il y a des contributions en fait externes. Ça marche bien. Et en gros, vous pouvez vous approprier JBossForge dans vos entreprises, générer du code pour démarrer des projets sur du Spring. Alors, il n'y a pas d'add-on Spring encore, c'est étonnant. Mais on pourrait imaginer
créer un projet avec du Spring. C'est très Java. Je vois pas comment, avec la structure donc actuelle, comment on pourrait générer du Scala ou des choses comme ça, mais c'est peut-être possible. Et c'est sur GitHub. L'équipe est super sympa. Vous proposez donc un add-on, vous proposez une commande. La contrainte New Annotation, c'est moi qui l'ai fait. C'était 10 lignes de code. Et vous pouvez comme ça enrichir les add-ons existants et en créer des nouveaux. Voilà, donc allez sur Internet ce soir chez vous, faites un download JBoss Forge, vous tapez quelques commandes et ça marche. J'aurai pas le temps pour des questions et des réponses. Par contre, je suis à l'accueil, souvent avec un polo rouge, donc si vous voulez me poser des questions, vous êtes le bienvenu. Merci.